Si le forage s'arrête 30 minutes, 2 km de puits se retrouvent simplement coincés. Les dégager coûtera des millions, ou ne sera tout bonnement pas possible. La location d'une telle installation représente des centaines de milliers d'euros par jour. Le trépan qui grignote le granit coûte le prix d'un appartement et casse au bout de quelques jours. Et si la pression a été mal calculée, le gaz jaillira avec une telle violence que seul un clapet de plusieurs dizaines de tonnes pourra l'arrêter. Je suis entré à l'intérieur d'un chantier de forage et j'ai vu à quoi ressemble la véritable lutte contre les profondeurs. Je vous montrerai chaque point critique, du trépan au système anti-éruption. Et je vous raconterai ce qui se passe à la seconde précise où le forêt atteint le gaz. Je me tiens à côté de la tour de forage, et elle ressemble à un immeuble de plusieurs étages fait d'acier. Sa hauteur, environ 40 mètres. Tout en haut, un système de poulies et de câbles actionne sans relâche les tiges de forage, les montants et les descendants. Chaque tige pèse plusieurs centaines de kilos. On les assemble l'une après l'autre, et toute cette chaîne métallique s'enfonce progressivement dans le sol. Lorsque la profondeur atteint plusieurs kilomètres, le poids total de la colonne de tige peut dépasser les 200 tonnes. Le forage commence dans un calme relatif. Les premières dizaines de mètres se franchissent rapidement. Le trépan broie littéralement la terre et les roches tambrent. Mais plus on descend, plus cela se complique. À quelques centaines de mètres de profondeur, la température commence à grimper. À plusieurs kilomètres sous terre, elle peut dépasser 150 degrés. Et ce n'est pas seulement un problème pour les hommes. La chaleur fait surchauffer l'équipement, use plus vite les têtes de forage et le métal se dilate. On me montre un trépan de forage, l'outil qui, littéralement, mord la roche. On dirait qu'il a été conçu pour un rover martien. À l'intérieur, alliage ultra dur et diamant industriel. Sinon, impossible d'entamer la formation. Certains trépans coûtent le prix d'un appartement en centre-ville. Et le plus drôle, parfois, ils cassent au bout de quelques jours. Pendant que le trépan tourne en profondeur, on pompe en continu la boue de forage. C'est un fluide très épais qui rappelle un kéfir sale. Il est propulsé sous haute pression par des pompes à travers toute la colonne de tige. Il descend, refroidit le trépan, évacue les débris de roche et remonte avec les fragments. Ici, même les déchets sont fascinants. Les géologues lisent littéralement ces morceaux de pierre comme l'histoire de la planète. Et c'est là que la tension monte d'un cran. Sous terre, la pression change en permanence. Si la boue de forage devient trop légère, le gaz ou le pétrole peuvent jaillir brutalement. Si elle est trop lourde, la roche risque de se fracturer et le puits de s'effondrer. C'est pourquoi les opérateurs ne quittent pas leur capteur des yeux. Sur les écrans, les chiffres clignotent sans cesse. Pression, température, vitesse d'injection, charge sur le trépan. On a l'impression que ces hommes pilotent simultanément une usine et un lancement spatial. On me conduit maintenant vers le véritable cœur de toute la plateforme de forage. Le système de traitement de la boue. Ici, le vacarme est tel que vos propres pensées semblent un murmure lointain. Tout vibre, tremble et menace de vous arracher les plombages. Vous voyez remonter du puits une véritable bouillie noirâtre. C'est la boue de forage qui revient tout juste de 500 mètres de profondeur. Elle est chaude, elle sent la chimie et elle est littéralement bourrée de débris rocheux que les dents d'acier du trépan viennent de broyer. C'est le sang vital du puits, et si elle cesse de circuler ou se charge de déchets, toute cette coûteuse machinerie se transforme en cercueil d'acier enfoui sous terre. Notre première étape dans ce parcours, les tables vibrantes, que les spécialistes appellent tamis vibrants. Observez ces grilles.
Elles tremblent à une vitesse telle que l'eau à leur surface se transforme en fine brume. Ces installations séparent les gros morceaux de roche, ce qui fut autrefois du granit ou du calcaire massif. En une seule heure, 20 à 30 tonnes de boue traversent ces tamis. C'est un moment critique. Si la grille se déchire et qu'un seul fragment de pierre passe dans le système, il détruira des pompes coûteuses de 50 000 € plus vite que vous n'aurez fini votre café du matin. Ensuite, ce flux boueux arrive dans les centrifugeuses. Vous voyez ces tambours qui tournent à 3000 tours par minute? Ici, c'est de la physique pure. Les particules lourdes de sable et d'argile sont plaquées contre les parois par la force centrifuge et expulsées, tandis que le liquide propre reste à l'intérieur. En 24 heures, des centaines de tonnes de ce mélange passent à travers ce système. C'est un processus d'une intensité incroyable, car la solution doit devenir parfaitement pure pour redescendre lubrifier le trépan en grande profondeur. Parlons maintenant du conflit principal et du pire cauchemar de tout foreur, l'arrêt du processus. Si le système de nettoyage s'immobilise ne serait-ce que 30 minutes, les débris rocheux à l'intérieur du puits commencent à sédimenter et coincent tout simplement la colonne de forage. C'est ce qu'on appelle le coincement. Pour dégager ce métal prisonnier, il faut parfois dépenser des millions d'euros, voire abandonner complètement le puits et tout recommencer à zéro. Voilà pourquoi ces machines fonctionnent sans interruption, 24 heures sur 24, sans pause déjeuner ni temps de sommeil. Nous sommes dans un lieu où chaque seconde de vibration économise des milliers de billets dans la poche du propriétaire. C'est un travail très sale, bruyant, mais d'une finesse technologique remarquable, où le métal et la chimie sauvent le projet de la ruine financière. Comment fonctionne une installation de forage ou l'épuration de la boue de forage en quelques mots? Vous assistez en temps réel au combat bien réel de l'homme contre les entrailles de la planète. C'est une opération technique où la moindre défaillance se paie au prix fort. Poursuivons notre visite, car la boue épurée est déjà prête à replonger dans les ténèbres des profondeurs où un véritable enfer l'attend. Autre chose qui m'a véritablement frappé, la lenteur parfois du forage. Au cinéma, on a l'impression qu'un puits, c'est on perce et c'est fini. En réalité, franchir 1 kilomètre peut prendre des semaines. Si la roche est dure, le trépan n'avance parfois que de quelques mètres par heure. Et puis tout s'arrête. On remonte plusieurs kilomètres de tige, on change le trépan et on redescend l'ensemble. Cela prend de nombreuses heures. Et pendant tout ce temps, l'installation coûte une fortune. La location d'une grande plateforme de forage peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros par jour. Lorsque le puits s'approfondit, ses parois doivent être consolidées. On y descend des tubes d'acier de gros diamètre, et l'espace entre le tube et la roche est comblé de ciment. Sans cela, le puits serait tout simplement écrasé par la pression des strates. En substance, on construit sous terre une structure multicouche d'acier et de béton, seulement à la verticale et à plusieurs kilomètres de profondeur. Le moment le plus dangereux, c'est quand le trépan atteint la poche de gaz. Là, tout le monde se déplace très vite, mais sans panique. Si la pression a été mal calculée, une éruption peut se produire. Le gaz et les fluides jaillissent vers la surface avec une force démente. C'est précisément pour cette raison que les plateformes de forage sont équipées d'énormes dispositifs anti-éruption, des vannes métalliques pesant des dizaines de tonnes. Elles peuvent obturer le puits en un instant. On me montre cette installation, et elle a l'air tout droit sortie d'un film catastrophe industrielle. Au milieu de la mer se dresse un monstre d'acier de 30 000 tonnes, plus lourd que 4 tours Eiffel. Pendant 30 ans, il a pompé du pétrole sous les fonds marins. Et maintenant,
il faut le retirer, complètement, jusqu'au dernier boulon, sans laisser la moindre trace. Imaginez des dizaines de puits forés sur des kilomètres de profondeur sous les fonds marins. Une structure haute comme un gratte-ciel au-dessus de l'eau. Et tout cela doit être scellé, découpé de ses fondations et ramené à terre. La plus grande grue de la planète soulève la plateforme comme un jouet. Des mâchoires hydrauliques sectionnent des poutres d'acier d'un demi-mètre d'épaisseur comme de simples branches mortes. Quant à certains géants, on les coule délibérément au fond de l'océan. Et ils deviennent un refuge pour des millions de poissons. C'est le démantèlement le plus complexe de l'histoire de l'ingénierie. Au milieu de la mer se dresse une immense structure d'acier. Il y a 30 ans, on l'a installée ici pour extraire du pétrole sous les fonds marins. Mais le temps est impitoyable. Le métal s'est fatigué de sa lutte perpétuelle contre l'eau salée et les tempêtes. Et le gisement s'est tari. Selon les lois internationales, on ne peut pas simplement l'abandonner à la rouille. Il faut la retirer, sans laisser la moindre trace. Et ce processus, appelé démantèlement, constitue une prouesse d'ingénierie, tout aussi complexe que la construction elle-même. Tout commence par l'étape la plus cruciale et la plus périlleuse, qui se déroule dans les profondeurs sous-marines, le bouchage des puits. C'est comme un travail de dentiste pour la planète. La plateforme peut compter des dizaines de puits qui s'enfoncent sur des kilomètres dans les fonds marins. On ne peut pas simplement les fermer avec un couvercle. Chaque puits doit être scellé de manière permanente et fiable. Pour cela, on y descend un équipement spécial et l'on injecte plusieurs bouchons. D'abord vient un bouchon mécanique, puis, couche après couche, on coule des centaines de mètres de ciment spécial. Cette opération se répète en plusieurs endroits sur toute la longueur du puits, créant ainsi une barrière multicouche infranchissable. C'est un travail d'une importance capitale. La moindre fuite pourrait provoquer une catastrophe écologique. Lorsque tous les puits sont hermétiquement scellés, une équipe de nettoyeurs débarque sur la plateforme. En 30 ans, des tonnes d'équipements, de tuyauterie et bien sûr, de résidus pétroliers et autres produits chimiques se sont accumulés ici. Tout cela doit être méticuleusement nettoyé et évacué. Vient ensuite le temps de la détoxification de la partie immergée. Au fil des décennies, la base de la plateforme, appelée structure porteuse ou jacket, s'est couverte d'un véritable écosystème. Des tonnes de coquillages, d'algues et de coraux. Tout est décapé à l'aide de puissants jets d'eau sous haute pression. Et voilà, lorsque la plateforme est propre et sécurisée, l'heure du grand déménagement a sonné. Comment extraire de la mer une structure pesant 20 à 30 000 tonnes? Il existe deux scénarios principaux. Le premier, le plus spectaculaire, consiste en un démantèlement par levage unique. Sur site arrive alors l'un des plus grands navires au monde, une grue flottante géante. C'est une véritable montagne flottante, dotée de flèches hautes comme des gratte-ciel, capable de soulever plus de 40 000 tonnes. Imaginez, cette machine peut soulever 20 000 voitures en même temps. Au départ, des plongeurs spécialisés ou des robots sous-marins, armés de chalumeaux à plasma, découpent les pieds d'acier de la plateforme, les séparant de leur fondation sur le plancher océanique. Puis, la grue glisse sous la partie supérieure de la plateforme, le topside, d'immenses poutres d'acier, et commence à soulever, lentement, centimètre par centimètre. C'est un moment de tension inouïe. Des milliers de tonnes d'acier se détachent de leur base et se retrouvent suspendues dans les airs. Ensuite, cette maison gigantesque est délicatement déposée sur une barge colossale.
La grue revient alors à la charge et extrait de l'eau, de la même manière, le bloc de fondation. Le second scénario consiste à démanteler la structure en pleine mer. Si la plateforme est trop imposante ou trop ancienne, on la découpe en blocs plus petits, plus faciles à transporter. C'est comme si l'on inversait le processus de construction. Les ouvriers, tels des fourmis, sectionnent la structure en morceaux et des grues plus modestes les enlèvent progressivement pour les empiler sur la barge. Une fois toutes les pièces de notre dinosaure d'acier chargées sur la barge, son dernier et mélancolique voyage commence. Lentement, à quelques nœuds à peine, des remorqueurs traînent ce cimetière flottant vers la côte. Ce convoi navigue parfois pendant des semaines, parcourant des milliers de kilomètres jusqu'à un port spécialisé. Un cimetière de plateformes pétrolières. De tels chantiers existent au Royaume-Uni, en Norvège, aux États-Unis. Ce sont d'immenses complexes industriels où les géants d'acier trouvent leur fin. Ici, sur la terre ferme, commence l'acte final, le démantèlement jusqu'à l'atome. D'immenses grues portuaires soulèvent des blocs de plusieurs tonnes depuis la barge et les déposent sur une zone spécialement préparée. Et là, de véritables bouchers d'acier se jettent sur eux. Ce ne sont pas des hommes armés de chalumeaux, ce sont d'énormes cisailles hydrauliques montées sur des pelleteuses. Imaginez des mâchoires de tyrannosaures capables de sectionner des poutres d'acier d'un demi-mètre d'épaisseur comme de simples bradilles. Dans un vacarme de grincements et de craquements assourdissants, elles déchirent la structure en morceaux. Tout ce qui résiste aux cisailles est découpé manuellement à l'aide de puissants chalumeaux à plasma. C'est un spectacle chaotique, bruyant et dangereux. Mais il ne s'agit pas simplement de destruction, c'est un tri. Chaque morceau de métal rejoint son tas. L'acier au carbone ordinaire dans l'un, l'acier inoxydable des tuyaux dans un autre, le cuivre des kilomètres de câbles électriques dans un troisième. Alliages spéciaux, plastique, caoutchouc, tout est méticuleusement trié. Et c'est là que se cache le véritable sens de toute l'opération. Plus de 95% du poids total de la plateforme pétrolière part au recyclage. Ces dizaines de milliers de tonnes d'acier de haute qualité seront fondues dans des hauts fourneaux et transformées en nouvelles voitures, en poutres de construction, ou même en nouvelles plateformes pétrolières. C'est l'exemple parfait d'un cycle industriel fermé. Mais parfois, l'histoire se termine autrement. Il existe un programme appelé Rigs to Reefs, littéralement plateforme en récif. Si la partie immergée de la plateforme, la jaquette, est parfaitement nettoyée et sans danger, on ne la remonte pas. On la laisse sur place ou on la déplace vers une zone dédiée où elle est coulée. Pourquoi ? Parce qu'après 30 ans passés en mer, sa structure d'acier s'est transformée en un véritable récif vertical, densément peuplé de coraux, de poissons et d'autres habitants marins. Pour de nombreuses espèces, ces constructions sont devenues de véritables oasis au milieu d'un fond marin désertique. Et détruire un tel écosystème causerait plus de tort que de bien. Ainsi, le géant d'acier qui a servi toute sa vie l'industrie devient à la retraite le gardien silencieux de la nature, un nouveau foyer pour des milliers de créatures marines. C'est une fin belle et symbolique pour ce titan retourné au sein de l'océan. Et pour que ma chaîne continue elle aussi de naviguer sur les flots de YouTube, abonnez-vous. Chaque année, dans notre monde, entre 100 et 150 plateformes pétrolières offshore sont mises hors service et démantelées. Le poids total de l'acier recyclé provenant d'une seule grande plateforme peut atteindre 20 à 30 000 tonnes. C'est le poids de 3 à 4 tours Eiffel. Le coût du démantèlement d'une unique plateforme en eau profonde représente une somme astronomique, pouvant dépasser 100 millions de dollars. Et dans le cadre du programme Plateforme en récif,
Rien que dans le golfe du Mexique, plus de 500 anciennes structures de soutien ont été transformées en récifs artificiels, devenant ainsi le refuge de millions de poissons et un site prisé des plongeurs. La preuve que même après leur mise hors service, ces géants peuvent encore servir. Si je vous disais que chaque litre d'essence contient des traces de vie qui existaient sur Terre il y a des millions d'années, et que sans elles, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Chaque année, l'humanité brûle l'énergie née de plantes préhistoriques, de plancton et de créatures disparues bien avant l'apparition de l'homme. Pourtant, presque personne ne sait comment ce mélange noir et boueux, extrait à des kilomètres de profondeur, se transforme en liquide transparent, capable de faire tourner des milliards de moteurs. À l'intérieur des raffineries se déroulent des processus qui ressemblent à un chaos maîtrisé. Des températures infernales, des pressions qui déchirent le métal et des molécules qu'on brise puis réassemble. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez quelle étape de la fabrication de l'essence détermine réellement si votre voiture démarrera ou non. Tout commence avec le pétrole brut, extrait du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ce pétrole n'est pas une substance homogène, mais un mélange complexe de milliers d'hydrocarbures différents, formés durant des millions d'années à partir de restes d'organismes anciens. Imaginez, les dinosaures, les plantes préhistoriques et le plancton se sont transformés sous l'effet de la pression et de la température, en ce qui fait aujourd'hui tourner notre civilisation moderne. Incroyable, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'extrait, le pétrole présente des aspects différents selon le gisement. Il peut être presque noir et épais comme de la mélasse, ou bien plus clair et fluide. Il contient un mélange de molécules de taille variée, depuis de minuscules gaz jusqu'à d'énormes composants lourds. Et la mission d'une raffinerie, c'est justement de séparer tout ce mélange en produits utiles, dont l'essence fait partie. La première et la plus importante étape s'appelle la distillation fractionnée. Le pétrole est pompé dans une immense tour verticale qui peut atteindre la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cette tour s'appelle colonne de rectification et elle fonctionne selon un principe simple. Différentes substances bouillent à différentes températures. D'abord, le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius dans un four spécialisé. À cette température, la plupart des composants du pétrole se transforment en vapeur. Ce mélange de vapeur brûlante est introduit dans la partie inférieure de la colonne de rectification. À l'intérieur de la tour sont installés des dizaines de plateaux horizontaux, à différentes hauteurs. Et c'est là que commence la véritable magie de la séparation. Lorsque la vapeur chaude s'élève dans la colonne, elle se refroidit progressivement. À chaque niveau, la température est légèrement plus basse que celle du précédent. Les molécules lourdes, dont les points d'ébullition sont élevés, se condensent les premières, en bas de la colonne, là où il fait encore très chaud. Les molécules plus légères continuent de monter jusqu'à atteindre le niveau correspondant à leur température de condensation. Elles s'y transforment alors en liquide et sont recueillies sur les plateaux appropriés. Les gaz les plus légers, comme le propane et le butane, traversent toute la tour et sortent par le sommet à des températures voisines de 30 degrés. Un peu plus bas, entre 65 et 200 degrés, on récupère la fraction essence. Ce sont ces molécules qui nous intéressent. Plus bas encore, à des températures inférieures, on obtient le kérosène et le gazole. Et tout en bas reste le fioul lourd destiné aux navires, ainsi que la matière première pour l'asphalte. Mais voici le hic. Si l'on se contente de fractionner le pétrole brut, on n'obtient pas beaucoup d'essence, environ 15 ou 20% du volume total. Or, la demande d'essence est colossale,
bien supérieure à sa teneur naturelle dans le pétrole. Les raffineurs ont donc imaginé une astuce pour en produire davantage à partir de ce qu'ils ont, un procédé appelé craquage. Le craquage consiste à briser de grosses molécules lourdes en molécules plus petites, adaptées à l'essence. Plusieurs méthodes existent. Le craquage thermique chauffe simplement le pétrole lourd à des températures extrêmes d'environ 500 degrés sous haute pression. Dans ces conditions, les longues chaînes d'atomes de carbone se fragmentent littéralement en morceaux plus courts. Une méthode encore plus efficace, le craquage catalytique. On utilise ici des substances spéciales, les catalyseurs, généralement des aluminosilicates, qui accélèrent les réactions chimiques sans avoir à chauffer à des températures aussi folles. On mélange le pétrole lourd avec une poudre chaude de catalyseur à des températures proches de 1000 degrés, et les molécules se scindent bien plus rapidement et efficacement. Après la réaction, le catalyseur est régénéré et réutilisé encore et encore. Il existe également l'hydrocraquage, où l'on ajoute, outre la haute température et le catalyseur, de l'hydrogène sous pression, jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonnes par pouce carré. L'hydrogène aide à nettoyer les molécules en éliminant le soufre et l'azote, qui peuvent être nocifs. Ce procédé donne l'essence la plus pure et de la meilleure qualité. Mais même après toutes ces transformations, l'essence n'est pas encore prête à rejoindre votre réservoir. Il faut améliorer ses propriétés par des procédés appelés reformage et alkylation. Le reformage modifie la structure des molécules d'essence, augmentant son indice d'octane, l'indicateur de la résistance du carburant à la détonation dans le moteur. Une essence à faible indice d'octane peut s'auto-enflammer dans les cylindres du moteur, de manière intempestive, provoquant un cliquetis susceptible d'endommager le bloc moteur. Lors du reformage, les molécules d'essence traversent une série de réacteurs équipés de catalyseurs au platine à une température avoisinant les 500 degrés. Là, les chaînes droites d'atomes se réorganisent en structures ramifiées et en molécules cycliques, qui présentent un indice d'octane plus élevé. Autrefois, on ajoutait du plomb pour augmenter l'octane, mais on a découvert qu'il était toxique et polluait l'environnement, si bien qu'on y a renoncé dès les années 1990. L'alkylation est un procédé qui permet de combiner de petites molécules en molécules plus grandes, parfaitement adaptées à l'essence. On prend des gaz légers issus du craquage, que l'on fait réagir en présence d'acides puissants pour obtenir des molécules de la taille idéale à indice d'octane élevé. C'est un procédé coûteux, mais qui fournit les composants des essences premium. Après toutes ces transformations, différents flux d'essence sont mélangés dans des proportions précises pour obtenir le produit final aux caractéristiques recherchées. On ajoute encore au mélange toute une série d'additifs, des substances qui améliorent diverses propriétés. Les détergents nettoient le moteur des dépôts. Les antioxydants empêchent l'essence de se dégrader pendant le stockage. Les inhibiteurs de corrosion protègent le système d'alimentation de la rouille. On ajoute des colorants pour pouvoir distinguer visuellement les différents types d'essence. Dans de nombreux pays, on ajoute obligatoirement de l'éthanol à l'essence, un alcool fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. Il représente généralement 10% du volume, parfois davantage. L'éthanol augmente l'indice d'octane et est considéré comme plus écologique, car il provient de sources renouvelables. Bien que l'on débatte encore de ses véritables bénéfices environnementaux, compte tenu de toute l'énergie dépensée pour cultiver la matière première. Il est intéressant de noter qu'à partir d'un baril de pétrole brut de 160 litres, on obtient environ 20 litres d'essence, auxquels s'ajoutent le diesel, le kérosène, les lubrifiants et d'autres produits. Rien ne se perd, même les gaz produits au cours du processus sont brûlés pour chauffer la raffinerie elle-même ou transformés en d'autres substances utiles.
Une raffinerie moderne, c'est une véritable cité de tuyaux, de tours, de réacteurs et de réservoirs qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. L'ensemble du complexe est piloté par ordinateur, surveillant simultanément des milliers de paramètres. Température, pression, débit des flux, composition des produits. Une erreur de réglage peut coûter des millions de dollars, voire provoquer un accident. Les normes environnementales se durcissent sans cesse. Aussi les raffineries se modernisent-elles en permanence, installant de nouveaux équipements de traitement des émissions et réduisant leur consommation d'énergie. La production d'essence est devenue bien plus propre qu'il y a 30 ou 40 ans, même si elle reste très énergivore et continue d'avoir un impact sur l'environnement. Tout ce système complexe existe pour une seule raison, vous permettre de vous arrêter à une station-service, d'insérer le pistolet dans votre réservoir et de faire le plein en quelques minutes. Derrière ces quelques minutes se cachent des géologues qui cherchent le pétrole, des ingénieurs qui conçoivent les puits et les raffineries, des chimistes qui développent les catalyseurs et les additifs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement des équipements, des chauffeurs qui livrent le carburant. Une industrie mondiale qui fonctionne 24 heures sur 24 pour que le monde continue d'avancer. Et même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques et d'énergie renouvelable, l'essence restera encore longtemps le carburant principal pour des milliards de véhicules à travers le monde. C'est le fruit d'un siècle de réflexion technique, de recherche chimique et d'innovation technologique. La transformation d'une matière organique millénaire en énergie moderne. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur de léviathans industriels, dans ces lieux où naissent les artères de notre monde moderne. Nous allons parler de la création des carrières à ciel ouvert, des vallées montagneuses créées de main d'homme, qui impressionnent par leur échelle et leur complexité. Ces excavations gigantesques dans la croûte terrestre témoignent non seulement de la puissance inégalée de la technologie moderne, mais aussi du travail de longue haleine de milliers d'ingénieurs, de géologues et d'ouvriers. Nous découvrirons comment ces structures colossales sont créées et quel rôle jouent dans ce processus de véritables titans de l'ingénierie, les excavatrices géantes. Préparez-vous à un récit sur l'échelle, la précision et la force impressionnante qui redessine le paysage de notre planète. Les plus grandes excavatrices de carrière, par exemple, les pelles à câbles électriques, peuvent peser plus de 1000 tonnes. Certains modèles d'excavatrices à roue pelle, utilisés en Europe, atteignent un poids de plus de 13 000 tonnes et sont les plus grandes machines terrestres au monde. La création d'une carrière n'est pas un simple creusement de trous. C'est un processus extrêmement complexe, en plusieurs étapes, qui commence bien avant que la première excavatrice ne morde la terre. Tout débute par une exploration géologique minutieuse. Des équipes de géologues étudient pendant des années les entrailles de la Terre, forent des puits, prélèvent des échantillons pour localiser avec précision les gisements de minéraux, leur profondeur, leur qualité et leur volume. C'est une immense enquête policière où chaque échantillon de roche est un indice crucial. Quand les minéraux sont localisés, les ingénieurs et les planificateurs entrent en jeu. Ils élaborent un projet détaillé de la carrière qui couvre chaque aspect, de l'angle d'inclinaison optimale des parois et de la largeur des voies de transport au système de drainage qui évacuera l'eau. C'est un travail colossal qui exige des calculs précis, car la sécurité et l'efficacité de l'exploitation future dépendent de chaque détail. À ce stade, on décide de la forme de la carrière, de l'emplacement des terrasses, appelées des gradins, sur lesquels se déplaceront les engins, et de l'organisation de la logistique pour évacuer des centaines de millions de tonnes de roches. Après des années de planification, vient le temps de l'action. Avant d'atteindre les précieux minéraux, il faut enlever ce qu'on appelle les morts terrains.
les couches de sol, d'argile et de roches stériles qui recouvrent le gisement. Cela peut représenter un volume de travail colossal, car l'épaisseur des morts-terrains atteint parfois des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est ici que les excavatrices géantes entrent en scène. Ce sont de véritables colosses, pesant des centaines, voire des milliers de tonnes, avec des godets de la taille d'une petite pièce, capables de saisir des dizaines de mètres cubes de terre en une seule fois. Elles travaillent en tandem avec les tombereaux miniers, d'autres titans capables de transporter plus de 300, et certains même 400 tonnes de charge en un seul voyage. Les excavatrices chargent les morts-terrains dans les tombereaux, qui les transportent ensuite vers des décharges spécialement aménagées, créant ainsi de véritables montagnes artificielles. Le volume du godet de ces machines peut varier de 40 à 70 mètres cubes, et pour les plus grands modèles, jusqu'à 100 mètres cubes. Cela signifie qu'en une seule bouchée, une telle excavatrice peut soulever une charge équivalente à 100 tonnes de roches ou plus, ou contenir de 5 à 7 voitures. Si les roches sont trop dures pour être extraites directement par l'excavatrice, on a recours au sautage. Des foreuses perçant de profonds trous dans la roche, où l'on place ensuite des explosifs. Une explosion contrôlée fragmente la roche, la rendant accessible aux excavatrices. C'est une étape spectaculaire et extrêmement responsable, qui exige le respect le plus strict des règles de sécurité. Après le décapage des morts-terrains, commence l'étape la plus importante, l'extraction des minéraux et la formation de la carrière elle-même. La carrière est exploitée par gradins, semblables à des escaliers géants ou des terrasses. C'est fait pour assurer la stabilité des parois de la carrière et pour créer des plateformes de travail pratiques pour les engins. Sur chaque gradin, travaille sa propre armada d'excavatrices. Il peut s'agir d'énormes pelles de carrière à entraînement électrique, capables de travailler en continu pendant des mois, ou d'excavatrices hydrauliques qui se distinguent par leur grande manœuvrabilité et leur précision. Elles grignotent la roche, la chargeant dans les tombereaux en attente. Certaines excavatrices sont si grandes qu'on doit même les assembler directement sur le site d'extraction, au lieu de les livrer déjà montés. Imaginez le godet d'une telle machine. Il peut contenir une voiture, voire plusieurs. En une heure, un tel géant peut déplacer des milliers de mètres cubes de roche. La carrière s'approfondit par gradins, s'élargissant progressivement. Cela ressemble à une immense spirale qui descend dans les entrailles de la Terre. Un véritable balai de machines travaille en permanence. Les excavatrices creusent, les tombereaux transportent, les bulldozers nivellent les plateformes et les niveleuses entretiennent les routes en bon état. Parfois, pour les roches particulièrement tendres ou pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, on peut utiliser des excavatrices à roupelles, des machines colossales avec une roue rotative équipée de nombreux godets qui grignotent la roche en continu et la déchargent sur un convoyeur. En une heure, une excavatrice géante peut déplacer de 4000 à 10 000 mètres cubes de roche. Imaginez combien de temps une personne ordinaire travaillerait à la pelle pour atteindre un tel résultat. L'ensemble du processus est accompagné d'un contrôle continu. Les géologues prélèvent constamment des échantillons de roche pour s'assurer que l'on extrait bien ce qu'il faut et que la qualité répond aux exigences. Les ingénieurs surveillent la stabilité des pentes, l'état des routes et la sécurité des travaux. Une carrière géante n'est pas un simple trou dans le sol. C'est tout un complexe industriel avec sa propre infrastructure. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu d'une telle machine, il faut des milliers de kilomètres de routes pour les tombereaux, des systèmes d'alimentation électrique pour les excavatrices électriques,
des ateliers pour l'entretien et la réparation des engins, ainsi que des bâtiments administratifs, des cantines et même des camps d'hébergement pour les travailleurs. L'évacuation de l'eau, ou l'exor, revêt une importance particulière. Dans de nombreuses carrières, de puissantes stations de pompage fonctionnent en permanence, évacuant les eaux souterraines et pluviales pour sécuriser le travail des engins et éviter les inondations. Sans un système de drainage efficace, la carrière se transformerait rapidement en lac. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers des usines de traitement, souvent situées juste à côté de la carrière. Là, il est concassé, enrichi, purifié, transformé en un produit fini qui part ensuite par wagon ou camion vers les consommateurs du monde entier. La vie d'une carrière n'est pas éternelle. Lorsque les réserves de minéraux sont épuisées ou que l'exploitation devient économiquement non rentable, la carrière est fermée. Mais cela ne signifie pas qu'on l'abandonne simplement. Les normes modernes exigent une réhabilitation, la restauration des terres perturbées. Les anciennes carrières peuvent être transformées en lacs, en parcs forestiers, en terres agricoles ou même en zones de loisirs. C'est un processus complexe et coûteux, qui est une partie importante d'une exploitation minière responsable. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés. Mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur
exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La mate obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent. Mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé, en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices
et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation.